Cela n'a blessé personne. Ce n'est pas juste de dire ça. Tu vas t'asseoir et décider que tu n'aimes pas les Noirs. Mec, les crimes des adolescents nous choquent souvent, mais les réactions lors des condamnations peuvent révéler des émotions encore plus profondes. Des larmes de regret aux démonstrations glaçantes de défi, ces moments au tribunal sont inoubliables. Jetons un coup d'œil aux réactions brutes et obsédantes derrière ces verdicts qui changent la vie. Je dirais que cette affaire est probablement la plus difficile et choquante que ce comté et St. Johns County ait eu à traiter. Aiden Fucci, le jour de la fête des mères en 2021, paisible ville de St. John's, en Floride, a été secoué par le meurtre horrible de Tristan Smiley, âgé de 13 ans. La jeune pom-pom girl, connue pour son sourire et sa personnalité, a été poignardée 114 fois par son camarade de classe de 14 ans, Aiden Fucci. Le crime était insensé et choquant brutal. La nuit du meurtre a commencé avec un groupe d'adolescents traînant dans leur quartier. Tristan et Aiden ont finalement quitté le groupe et ont été vus marchant ensemble sur une caméra de surveillance. Quelques heures plus tard, la famille de Tristan a signalé sa disparition, déclenchant une recherche communautaire. Son corps sans vie a été retrouvé dans une zone boisée près de la maison de Fucci, trempé de sang et criblé de coups de couteau. Les preuves ont révélé plus tard que 49 de ses blessures étaient défensives, montrant sa tentative désespérée de se défendre. Les enquêteurs ont découvert des preuves glaçantes de préméditation. Un couteau correspondant aux blessures a été découvert dans un étang à proximité et les publications de Fucci sur les réseaux sociaux ont ajouté à l'horreur. Un post sur Snapchat, pris à l'arrière d'un véhicule de police, le montrait souriant avec la légende « Hey les gars, quelqu'un a-t-il vu Tristan récemment ?» Son comportement troublant suggérait un manque de remords, alimentant l'indignation dans la communauté. On s'amuse, dans une voiture de police rose. Ouais, Tristan. Quoi de neuf les gars ? Justin, si tu peux sortir de là quand tu verras ça dans un mois. Si tu peux sortir de là, je suis assis. Tristan, si tu peux sortir de là, quand tu verras ça dans un mois. Au tribunal, le comportement de Fucci était erratique et troublant. Lors des premières audiences, on l'a vu sourire et griffonner dans un cahier lorsque ses accusations étaient lues. Son absence de remords a laissé la famille de Tristan dévastée et la salle d'audience visiblement ébranlée. Les moments les plus déchirants sont venus lors des déclarations d'impact des victimes. Stacy Smiley, la mère de Tristan, a prononcé un discours émouvant décrivant la perte irremplaçable de sa fille. Nous ne la verrons jamais danser sur scène. Nous n'entendrons jamais son rire contagieux. Nous ne la verrons jamais illuminer la pièce, dit-elle, la voix brisée. D'autres membres ont évoqué l'avenir prometteur de Tristan et comment Fucci leur a volé un morceau de cœur. Alors que le procès avançait, Fucci a finalement craqué, s'excusant en larmes à la famille. Cependant, pour eux, ces excuses semblaient creuses. Ils ont exprimé colère et incrédulité face à son comportement, en particulier son message glaçant sur les réseaux sociaux. Il s'est moqué de sa mort, a déclaré un membre de la famille, exigeant la peine la plus sévère possible. Jusqu'où êtes-vous allé à l'école? Jusqu'en 8e année. Êtes-vous capable de lire et de comprendre l'anglais? Oui, jeune. Quelles sont les influences de l'un des médicaments asiatiques? Aiden a toujours été drôle et amusant, et les blagues tout au long des enfants. Oui. Il était toujours heureux. Sur chaque photo que j'ai, il sourit. Après avoir examiné les preuves, condamné Fucci à la réclusion à vie sans libération conditionnelle. Le juge, Smith, a qualifié le crime d'odieux, cruel et prémédité, déclarant que le meurtre de Tristan était l'un des cas flagrants rencontrés. L'âge de Fucci empêchait de subir la peine de mort, mais la peine de réclusion à perpétuité a envoyé un message fort sur les conséquences d'un acte violent. L'affaire a laissé une marque indélébile sur la communauté, suscité des discussions sur comment traiter la violence juvénile et l'importance de la santé mentale. La famille de Tristan a juré de garder sa mémoire vivante, lançant des initiatives pour soutenir les victimes de crimes violents, regardant directement le juge tout le temps. Il a été condamné il y a 5 ans à 52 ans à perpétuité. Mais la proposition 57, approuvée par les électeurs en 2016, a rouvert l'affaire. Daniel Marsh, le 14 avril 2013, à Davis, Californie. Daniel Marsh, âgé de 15 ans, a commis un double meurtre brutal qui a choqué la petite communauté tranquille. Marsh, un lycéen sans casier judiciaire, s'est introduit dans la maison de Claudia Ma, 87 ans, et Oliver Northup, 88 ans, un couple âgé très apprécié pour leurs rôles actifs dans la communauté. Marsh n'avait aucun lien personnel avec ses victimes. Il les a choisis au hasard, poussés par des mois de fantasmes violents et une envie de tuer. Armé d'un couteau, Marsh est entré dans la maison du couple la nuit et les a attaqués dans leur chambre. Il les a poignardés chacun plus de 60 fois, laissant leur corps mutilés et éviscérés. Marsh a ensuite avoué avoir ressenti un sentiment de satisfaction et de plaisir pendant l'attaque. Il a décrit le meurtre comme
comme un rêve devenu réalité, révélant un manque de remords troublant et une obsession pour la mort et la violence. Pendant des mois, le crime est resté non résolu, laissant la ville dans la peur. Marsh, qui semblait être un adolescent typique, ne montrait aucun signe de culpabilité ou d'anxiété. L'enquête a pris de l'ampleur lorsque Marsh a commencé à se vanter des meurtres auprès de ses amis, les décrivant en détails graphiques. Inquiets par ses aveux, les amis l'ont signalé aux autorités. La famille d'un couple âgé de Davis, assassiné dans leur sommeil, pousse maintenant un énorme soupir de soulagement. Carly Ginter de CBS 13 vient de parler avec eux. Conduisant à son arrestation, le comportement de Daniel Marsh au tribunal reste l'un des aspects les plus glaçants de l'affaire. Tout au long de son procès en 2014, Marsh a affiché un calme inquiétant, restant impassible alors que les procureurs décrivaient les détails horrifiants de ses crimes. L'accusation a présenté des preuves de la fascination de longue date de Marsh pour la violence. Il idolâtrait les tueurs en série, regardait obsessionnellement des vidéos graphiques et écrivait dans des journaux sur ses fantasmes violents. Ses écrits révélèrent des pensées sombres sur le meurtre et un désir de contrôle sur ses victimes. Les enquêteurs ont également noté que Marsh cherchait des moyens d'éviter d'être détecté, reflétant sa planification minutieuse. Les images du tribunal montraient Marsh gardant une attitude détachée pendant que les déclarations des victimes étaient lues. Les membres de la famille de Claudia Maupin et Oliver Northup ont parlé de leur dévastation et de leur colère. Malgré les témoignages, Marsh est resté impassible. Son manque d'empathie a choqué et a mis en évidence sa nature froide et calculatrice. Un moment particulièrement glaçant est survenu lorsque l'enregistrement de la confession de Marsh a été diffusé. Dans la vidéo, Marsh parlait des meurtres de manière factuelle, décrivant le plaisir qu'il ressentait pendant l'acte. Son ton était troublant de désinvolture, et ses déclarations franches, comme qualifier l'attaque de plaisante, ont horrifié à la fois le tribunal et le public. La défense a soutenu que l'état mental de Marsh avait contribué à ses actions. Ils ont cité son historique de dépression, d'anxiété et de tendances suicidaires, qu'ils ont affirmé avoir été exacerbées par la mort de sa mère à un jeune âge. Cependant, l'accusation a rétorqué que la planification de Marsh, sa confession et son absence de remords démontraient une pleine conscience de ses actes. Cette décision est basée sur les preuves présentées à l'audience, le rapport de probation, les pièces à conviction admises comme preuves et celles identifiées par le procureur lors du procès criminel pour adultes. Le 12 septembre 2014, Daniel Marsh a été reconnu coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré avec des circonstances aggravantes pour torture. Le juge a condamné Marsh à 52 ans de prison à vie, déclarant que les meurtres étaient au-delà de l'animalité. Lors de la condamnation, le juge a noté le manque troublant de remords de Marsh et l'a décrit comme un danger pour la société qui doit être tenue à l'écart du public. Les familles des victimes ont exprimé leur soulagement face à la sentence, mais le fardeau émotionnel restait profond. Les proches ont parlé de la perte insupportable de Maupin et Northup, qui avaient été des piliers de leur communauté. Dans les déclarations d'impact des victimes, ils ont souligné la cruauté des actions de Marsh et leur lutte continue pour se remettre du traumatisme. L'affaire Marsh a suscité des discussions plus larges sur les tueurs adolescents, le rôle de la santé mentale dans les crimes violents, et si les mineurs qui commettent de tels actes odieux peuvent un jour être réhabilités. Les critiques ont débattu de la pertinence de condamner des mineurs à la prison à vie, tandis que d'autres ont soutenu que les actions et l'état d'esprit de Marsh justifiaient la peine sévère. En 2018, la sentence de Marsh a été confirmée après une contestation en vertu des lois californiennes sur la condamnation des mineurs. Le tribunal a statué que la violence extrême de Marsh, sa planification et son absence de remords justifiaient la sentence initiale. Maintenant incarcéré dans une prison d'État, Marsh continue d'être un exemple troublant d'un adolescent capable de violences impensables, ne répond pas à la norme du Mississippi pour l'aliénation mentale au moment de l'infraction. Et qu'elle connaissait la nature, la qualité et le caractère répréhensible de ses actions. Carly Gregg, en septembre 2024. Un crime choquant à Brandon, Mississippi, a impliqué Carly Gregg, âgée de 15 ans, qui a ôté la vie de sa mère, Ashley Smiley, et a tenté de tuer son beau-père, Heath Smiley. La tragédie a découlé d'une violente dispute quand Ashley a découvert l'implication de Carly dans des activités liées à la drogue. Cette confrontation a dégénéré en violence, Carly ayant récupéré un revolver Magnum .357 et tiré 3 fois sur sa mère. Après avoir tué Ashley, Carly a simulé le crime. Elle aurait envoyé un message texte à son beau-père pour l'attirer chez eux. Lorsque Heath est arrivé, Carly lui a tiré dans l'épaule. Malgré ses blessures, Heath a réussi à lui arracher l'arme et à la maîtriser jusqu'à l'arrivée des autorités. Ce qui rendait ce crime glaçant était le comportement calme et calculé de Carly post-meurtre.
Des images de surveillance l'ont capturé envoyant des messages et interagissant avec son chien alors qu'Ashley gisait morte à proximité. Le crime a choqué la communauté, non seulement par sa brutalité, mais aussi par l'absence apparente d'émotion affichée par la jeune criminelle. Cette vidéo de l'intérieur de la maison montre, et elle a été montrée au tribunal, d'ailleurs, Carly Gregg dans sa maison. Le comportement de Carly Gregg dans la salle d'audience a encore amplifié l'indignation publique lors de son procès. Des témoins l'ont décrite en train de sourire en coin et de rire dans la salle, un contraste frappant avec la gravité des accusations portées contre elle. L'accusation a présenté comme preuve du manque de remords, arguant que ses actions étaient préméditées et exécutées avec précision. La défense, cependant, a dressé un tableau différent. Les avocats ont soutenu qu'elle était une adolescente en difficulté avec des antécédents de problèmes de santé mentale, y compris l'anxiété et la dépression. Ils ont affirmé que ces actions étaient le résultat d'une crise de santé mentale. Pendant le procès, les déclarations des proches d'Ashley sur l'impact de la victime ont ému la salle d'audience. Heath Smiley a raconté la terreur d'avoir été attaqué par sa belle-fille et le chagrin incommensurable de perdre sa femme. Il a décrit la trahison qu'il a ressentie en ayant élevé Carly comme son enfant pour qu'elle se retourne contre leur famille de manière si violente. Le choc de la communauté était palpable. Beaucoup avaient du mal à concilier l'image d'une adolescente apparemment typique avec la réalité macabre de ses actions. La salle d'audience était un champ de bataille d'émotions, avec le comportement stoïque de Carly contrastant fortement avec le chagrin et l'angoisse de la famille d'Ashley. Peine prison à vie pour crime. En décembre 2023, les deux accusés ont été reconnus coupables de meurtre. Le juge les a condamnés à la réclusion à perpétuité avec des peines minimales de 22 ans pour l'accusé masculin et 18 ans pour l'accusée féminine, reflétant la gravité de leurs actes et la nature préméditée du crime. Après un procès approfondi, Carly Gregg a été reconnue coupable de meurtre et de tentative de meurtre. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge a souligné la nature préméditée de ces crimes et a mis en avant son absence de remords comme un facteur clé de la sévérité de la peine. Le verdict a suscité des réactions mitigées au sein de la communauté. Certains ont estimé que justice avait été rendue compte tenu de la gravité des actes de Carly. D'autres, cependant, ont plaidé pour une approche plus réhabilitative. Compte tenu de son jeune âge et de son historique de problèmes de santé mentale, cette affaire a également déclenché des discussions plus larges sur les facteurs qui poussent les adolescents à commettre de tels actes odieux. Des experts en santé mentale ont pris la parole, soulignant l'importance d'une intervention précoce pour les adolescents montrant des signes d'instabilité émotionnelle ou impliqués dans des comportements à risque. Le rôle de la consommation de drogue et son potentiel à aggraver les problèmes sous-jacents est également devenu un point central des discussions. À la suite du procès, les leaders communautaires et les écoles de Brandon ont lancé des programmes de sensibilisation à la santé mentale visant à identifier et soutenir les jeunes à risque. Ces initiatives visaient à prévenir de futures tragédies en s'attaquant aux causes profondes de la violence chez les adolescents. Peyton Gendron. Le 14 mai 2022, Peyton, âgé de 18 ans, a perpétré une fusillade de masse horrifique et raciste dans un supermarché Top, à Buffalo, New York. Gendron a planifié méticuleusement l'attaque, ciblant le quartier majoritairement noir, pour maximiser les victimes. Armé d'un fusil d'assaut, il a diffusé en direct ce crime odieux sur Twitch, aggravant encore le traumatisme pour les victimes et leurs familles. L'attaque a fait 10 morts et 3 blessés. Les 10 victimes étaient toutes noires. Ce que les enquêteurs ont confirmé n'était pas une coïncidence. Le manifeste en ligne de Gendron a révélé des idéologies suprémacistes blanches profondément enracinées, inspirées par du contenu extrémiste qu'il avait rencontré en ligne. Son plan glaçant, marqué par des mois de préparation, incluait la reconnaissance des lieux et la modification de son armement pour mener à bien l'assaut. L'événement horrifique a choqué la nation, soulevant des questions urgentes sur la montée des crimes haineux, le rôle des réseaux sociaux dans la radicalisation des jeunes et l'accessibilité des armes à feu. Le crime de Gendron a été immédiatement qualifié d'acte de terrorisme intérieur et de massacre alimenté par la haine. Le procès a suscité des émotions brutes de la part des victimes, des familles et des survivants. La salle d'audience était bondée alors que des proches en deuil livraient des déclarations d'impact déchirantes. Les membres de la famille ont raconté les êtres chers qu'ils ont perdus, décrivant leur douleur, leur colère et le vide profond laissé derrière eux. Beaucoup se sont adressés directement à Gendron, condamnant ses actions et son idéologie.
Borges Massey, la sœur de la victime Catherine Massey, s'est tenue devant Gendron et a laissé éclater sa fureur, le traitant de lâche et qualifiant ses actions de motivé par la haine. « Tu as tué ma sœur parce qu'elle était noire », a-t-elle dit, sa voix tremblant de chagrin. « Tu as tué ma sœur ?» « Papa, je vais te parler de ma sœur, Kat. Kat pesait 50 kilos. Elle m'a eu à 2 ans. Un moment dramatique s'est déroulé pendant les procédures lorsqu'un parent de l'une des victimes, submergé par l'émotion, a tenté de se jeter sur Gendron. Cet éclat brut a encapsulé la douleur et la frustration ressenties par les familles et la communauté. Les agents de sécurité sont rapidement intervenus pour désamorcer la situation. Le bref chaos a souligné le lourd tribut des actions de Gendron. Malgré les déclarations puissantes des familles des victimes, Gendron est resté impassible, ne montrant aucun remords pour ses crimes. Son absence de réaction n'a fait qu'approfondir l'angoisse dans la salle d'audience. Alors que les membres de la famille réclament justice, non seulement pour leurs proches, mais aussi pour les problèmes systémiques qui ont permis à cette tragédie de se produire. Je suis vraiment désolé pour avoir causé les mensonges de vos proches. Je ne peux pas exprimer à quel point je regrette toutes les décisions que j'ai prises menant à mes actions du 14 mai. Sans Joan ne peut pas faire un triple play parce que vous êtes si fiers de moi ici, juge. Mon neveu a dit part. En février 2023, Peyton Gendron a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La sentence n'a surpris personne, compte tenu de la gravité de ses crimes. Lors de sa condamnation, Gendron s'est adressé à la cour, déclarant qu'il était très désolé pour la douleur qu'il avait forcé les victimes et leurs familles à endurer. « Je suis très désolé pour la douleur que j'ai forcé les victimes et leurs familles à endurer. J'ai fait une chose terrible ce jour-là. Cependant, ces excuses ont été accueillies avec scepticisme et colère par les familles des victimes, dont beaucoup ont remis en question leur sincérité. Les procédures judiciaires ont offert un petit sentiment de clôture pour certains, mais le traumatisme infligé par les actions de Gendron reste profondément ancré dans la communauté. L'affaire a ravivé les débats sur plusieurs questions critiques, y compris la radicalisation des jeunes par le biais de groupes de haine en ligne, le manque de lois adéquates sur le contrôle des armes à feu et la prévalence du racisme systémique. Les actions de Gendron ont également attiré l'attention sur les plateformes de médias sociaux, car son attaque diffusée en direct a mis en évidence l'échec des entreprises technologiques à freiner la propagation de contenus extrémistes. Twitch, la plateforme utilisée pour diffuser le massacre, a rapidement supprimé le flux, mais pas avant que des extraits ne circulent largement, traumatisant davantage les victimes et les spectateurs. L'attaque a eu des implications plus larges de la salle d'audience. Elle a provoqué des actions fédérales pour lutter contre les crimes haineux, y compris un financement accru pour des programmes visant à contrer l'extrémisme en ligne et à soutenir les victimes. Les leaders communautaires de Buffalo ont appelé à des réformes pour éviter de telles tragédies, soulignant une réforme des armes à feu et des idéologies suprémacistes. Maintenant, les procureurs disent que Matthew Borges n'avait que 15 ans lorsqu'il a tué Lee Manuel Viloria Paulino en décembre 2016. Matthew Borges. Le 18 novembre 2016, Lee Manuel Viloria Paulino a quitté son domicile pour rencontrer Borges. Les deux adolescents ont été vus marchant près de la rivière Merrimack. Selon des témoignages ultérieurs, Borges nourrissait jalousie et animosité envers Viloria Paulino, en raison de soupçons qu'il avait été impliqué avec la petite amie de Borges. Cette combinaison toxique d'envie et de colère a culminé avec Borges attirant Viloria Paulino dans un endroit isolé. Une fois sur place, Borges a brutalement attaqué et assassiné Viloria Paulino. D'abord, en le poignardant plusieurs fois, avant de le décapiter. Il a laissé le corps de Viloria Paulino sur la berge, le recouvrant de débris, tout en jetant sa tête à proximité. Le meurtre a provoqué une onde de choc dans la communauté, non seulement en raison de sa brutalité, mais aussi parce qu'il a été commis par quelqu'un d'aussi jeune. La famille de la victime l'a signalé comme disparu cette nuit-là. Pendant des jours, ils l'ont cherché anxieusement jusqu'à la macabre découverte de son corps le 1er décembre 2016. La police a rapidement concentré son enquête sur Borges, dont le comportement après le crime a suscité des signaux d'alarme. Le procès de Matthew Borges s'est déroulé 3 ans plus tard, en 2019, et a présenté des scènes de tribunal émouvantes et déchirantes. Les procureurs ont présenté des preuves que Borges avait planifié le meurtre à l'avance, alimenté par la colère et la jalousie. Des messages textes et des entrées de journal écrits par Borges ont révélé ses pensées violentes, y compris une ligne glaçante. « Je pense à tuer quelqu'un et je souris ». Un témoin clé, un ami de Borges, a témoigné que Borges s'était vanté du meurtre.
Décrivant même les détails macabres de la décapitation de Viloria Paulino, le témoin a raconté comment Borges n'avait montré aucun remords. Un contraste frappant avec la dévastation ressentie par la famille de la victime pendant le procès. Les membres de la famille de Viloria Paulino ont livré de puissantes déclarations d'impact sur la victime. Sa grand-mère a décrit en larmes la douleur de perdre un jeune homme gentil et prometteur de manière si violente. Sa mère a exprimé son angoisse face à l'absurdité du crime en disant « Vous n'avez pas seulement tué mon fils, vous avez détruit ma famille ». Dans la salle d'audience, Borges est resté en grande partie impassible, une attitude qui a encore alimenté l'indignation de la famille de Viloria Paulino et de la communauté. Ils ont vu son absence de remords comme une preuve de sa nature froide et calculatrice. Ce n'est pas sujet à interprétation. C'est une preuve qui pointe vers une seule personne, et une seule personne seulement, lui, parce que c'est lui qui l'a fait. Ce jour-là, je suis allé à l'école. Le lendemain, j'ai vu Lee au déjeuner. Après le déjeuner, je suis rentré chez moi. En mai 2019, le jury a déclaré Matthew Borges coupable de meurtre au premier degré, invoquant une atrocité et une cruauté extrême. Le juge a condamné Borges à la prison à vie, avec la possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Bien que la sentence ait apporté une certaine mesure de justice, elle n'a guère apaisé le chagrin des proches de Viloria Paulino. La famille de Viloria Paulino continue de plaider pour l'éducation des jeunes et la sensibilisation à la santé mentale, espérant prévenir des tragédies similaires à l'avenir. L'affaire a également suscité des discussions sur la justice pour mineurs et sur la question de savoir si des délinquants comme Borges devraient un jour bénéficier d'une libération conditionnelle. La communauté de Lawrence a eu du mal à se remettre de ce crime horrible. Les amis de Viloria Paulino ont honoré sa mémoire par des veillées et des événements communautaires veillant à ce que sa vie soit rappelée. Au-delà de la violence qu'il a emportée, cependant, les cicatrices laissées par le crime servent de rappel douloureux de la façon dont la jalousie et la rage incontrôlées peuvent mener à des actes de violence impensable. Écoutez attentivement votre verdict, tel que le tribunal l'a enregistré. Vous, sous serment, déclarez que l'accusé, Matthew Borges, est coupable de meurtre au premier degré. Amber Wright. En avril 2011, Amber Wright, 15 ans, a attiré son ex-petite amie, Seth Jackson, 15 ans, dans une maison à Summerfield, en Floride, où un crime horrible a été commis. Seth avait rompu avec Amber, et leur relation avait dégénéré en une série d'échanges amers sur les réseaux sociaux. Animée par la jalousie et le ressentiment, Amber, avec son petit ami de l'époque, Michael Borges, et un groupe de complices, elle a comploté pour tuer Seth. Une fois que Seth est arrivé à la maison, il a été pris en embuscade par le groupe. Michael Borges et d'autres l'ont attaqué, le battant sans pitié, avant que Borges ne lui tire dessus mortellement. Pour dissimuler leur crime, le groupe a brûlé le corps de Seth dans un foyer, et ses restes ont été placés dans des seaux de peinture et jetés dans une carrière voisine. La brutalité du meurtre et le rôle d'Amber dans le fait d'avoir attiré Seth à sa mort ont choqué la communauté locale après sa mort. Et j'ai nettoyé tout. Je ne participais plus à rien. Lors du procès d'Amber Wright, les images de la salle d'audience ont capturé un mélange de moments glaçants et émouvants. L'attitude de Wright est restée en grande partie posée, un contraste frappant avec la famille de la victime, qui a livré des déclarations d'impact déchirantes. Les parents de Seth ont parlé de leur profond chagrin et ont décrit la vie vibrante de leur fils qui avait été écourté. L'accusation a dépeint Amber comme un acteur clé dans le complot de meurtre, en soulignant comment elle a utilisé sa connexion avec Seth pour l'attirer dans un piège mortel. Les images de l'interrogatoire diffusées lors du procès montraient Amber niant son implication et offrant ensuite des récits contradictoires de ses actions, ce qui a encore plus nui à sa crédibilité. Dans un moment particulièrement émouvant, la mère de Seth s'est adressée directement à Amber en disant « Tu étais censé prendre soin de lui, mais au lieu de cela, tu as détruit notre famille. » Les détails du crime et le manque de remords chez Amber ont stupéfié présent. C'est un des crimes les plus notoires de l'histoire du comté de Marion. Et dans quelques heures, les déclarations d'ouverture commenceront dans le nouveau procès d'un des adolescents. Amber Wright a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à perpétuité sans libération conditionnelle. En raison de son âge, sa peine a été réexaminée, mais le tribunal a maintenu la peine de réclusion à perpétuité, déclarant que la gravité du crime justifiait la punition. Michael Bargo, le chef de file du groupe, a été condamné à mort. Alors que les autres complices ont reçu des peines de réclusion à perpétuité variées, l'affaire reste un rappel sinistre de la manière dont la jalousie et la manipulation peuvent mener à des conséquences dévastatrices. Le procès et la condamnation d'Amber Wright ont continué à susciter des débats sur le rôle des mineurs dans les crimes violents et l'équité des peines de réclusion à perpétuité pour les délinquants adolescents.
La famille de Seath Jackson a travaillé sans relâche pour honorer sa mémoire, soulignant l'importance de traiter la violence chez les adolescents et les dangers des relations toxiques. Vous deux irez au centre d'évaluation des mineurs. Vous irez à la prison du comté de Barino. D'accord. Cameron Héron. Le 23 mai 2018, Cameron Héron, âgé de 18 ans, participait à une course de rue illégale lorsque ses actions imprudentes ont conduit à un accident tragique. Alors qu'il faisait la course avec sa Ford Mustang contre un autre conducteur, Héron a percuté Jessica Reisinger Robenholt, 24 ans, et sa fille d'1 an, Lilia, alors qu'elle traversait Bayshore Boulevard dans une poussette. Des témoins oculaires ont décrit la Mustang accélérant à près de 100 miles par heure, dans une zone limitée à 45 miles, avant la collision mortelle. Jessica, qui visitait Tampa depuis l'Ohio, est décédée sur le coup, tandis que son bébé a succombé à ses blessures le lendemain. Les détails choquants de l'accident et sa prévisibilité ont suscité l'indignation dans la communauté, déclenchant des débats sur les dangers des courses de rue. Héron et l'autre conducteur, John Barino, ont été arrêtés pour homicide involontaire. Barino a accepté un plaidoyer pour 6 ans de prison. Héron, cependant, a choisi un procès, devenant le centre d'attention pour son rôle dans l'incident. Le procès de Héron est devenu un spectacle émotionnel, avec des déclarations d'impact des victimes déchirantes en vedette. Le mari de Jessica et père de Lilia, David Robenholt, a livré un récit en larmes de la douleur et de la perte que sa famille a endurée. « Tu m'as volé ma famille », a-t-il dit en regardant directement Héron. « Je n'entendrai jamais le rire de Lilia ni ne la verrai grandir. Tu as tout emporté. » Héron était assis, ébranlé, le visage enfoui dans ses mains, tandis que la famille racontait leur vie. La salle d'audience est tombée dans le silence lorsque des photos de Jessica et Lilia ont été montrées, soulignant la perte profonde causée par les actions de Héron. Alors que l'accusation plaidait pour une peine sévère, citant l'imprudence de Héron et son mépris pour la sécurité publique, la défense décrivait un jeune homme. Ils ont présenté des témoins de moralité qui ont parlé du potentiel de Héron et de l'impact positif qu'il pourrait avoir s'il avait une chance de rédemption. Cependant, ces larmes pendant le procès n'ont guère influencé la famille de la victime qui a réclamé une responsabilité maximale. La réaction du public aux procédures judiciaires était polarisée. Certains sympathisaient avec Héron, émus par son apparent remords et le fait qu'il n'avait que 18 ans au moment du crime. D'autres, en particulier ceux touchés par la conduite imprudente, ont exigé que Héron fasse face aux conséquences complètes de ses actes pour dissuader de futurs incidents. Dis, Jessica, je t'aime de tout mon cœur. Et j'espère que nous pourrons sauver tes meilleurs amis qui sont les mamans de cette ville. En avril 2021, Cameron Héron a été condamné à 24 ans de prison pour les décès de Jessica et Lilia. Le juge, citant la gravité des actions de Héron, a souligné la nécessité d'envoyer un message fort contre les courses de rue illégales. Cette tragédie était entièrement évitable, a remarqué le juge. L'imprudence au volant a des conséquences dévastatrices et le tribunal doit vous tenir responsable. La condamnation a suscité une réaction massive, en ligne. D'une part, les plateformes de médias sociaux ont été inondées de hashtags et de campagnes appelant à la clémence, avec des partisans affirmant que Héron était un jeune homme qui avait commis une grave erreur et ne devrait pas perdre des décennies. D'autre part, les défenseurs de rues plus sûres ont salué la sentence, affirmant qu'elle servait de dissuasion nécessaire contre la tendance croissante des courses de rue. Pour la famille de Jessica et Lilia, la sentence a apporté une certaine clôture, mais ne pourra jamais guérir leurs blessures. David Rabinol a parlé devant le tribunal, déclarant « Aucune sentence ne ramènera jamais ma femme et ma fille, mais j'espère que cela servira de rappel de la précieuse valeur de la vie et de la facilité avec laquelle elle peut être détruite. » L'affaire a également suscité des discussions plus larges sur les dangers des courses de rue, conduisant à des efforts accrus des forces de l'ordre pour réprimer les activités illégales sur les routes de Tampa. Les législateurs locaux ont introduit des sanctions plus sévères pour les courses de rue et la conduite imprudente, espérant prévenir de futures tragédies. J'ai souffert horriblement à chaque instant. Il est presque impossible de mettre en mots l'agonie de ce processus juridique. Ces affaires révèlent les conséquences dévastatrices de choix inimaginables faits par des adolescents. La douleur et le chagrin endurés par les familles et les communautés des victimes sont incommensurables. Bien que justice ait été rendue, aucune sentence ne pourra jamais vraiment guérir les cicatrices laissées derrière. Si vous avez apprécié ces affaires, assurez-vous de consulter les prochaines.